merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'être de retour ici. Donc, j'étais maître de conférence à AgroParisTech entre 2013 et 2017. Et donc, ça fait plaisir de revoir quelques têtes connues. Et donc, je vais vous parler surtout des enjeux éthiques, sociaux, philosophiques des biotech, en faisant une focale sur une technologie en particulier qui est l'édition génomique. Donc, on parle d'édition génomique ou édition génétique, on parle aussi de nouvelles techniques génétiques, parfois plus précisément de CRISPR-Cas9. Et donc, c'est un sujet sur lequel je m'intéresse depuis 5 ans environ. Pour vous donner un panorama assez large, donc il y a plusieurs domaines où l'édition génomique fait couler beaucoup d'encre. Premièrement, l'utilisation de l'édition génomique dans le domaine de l'agriculture. Donc pour modifier les plantes, pour les rendre plus résistantes, pour améliorer le goût, des applications comme ça. Au milieu, ça représente l'utilisation de l'édition génomique sur des embryons humains. Et finalement, vous avez peut-être aussi entendu parler des discussions autour de l'utilisation de l'édition génomique sur les animaux, du moustique jusqu'au mammouth. Et donc l'idée de faire revivre un jour le mammouth. Donc c'est un projet chapeauté par un scientifique qui s'appelle George Church aux États-Unis. Donc je vais me focaliser aujourd'hui sur deux domaines qui font débat, donc l'agriculture et l'édition génomique au niveau humain. Et on va commencer donc avec un premier épisode de controverse qui débute en 2015. Et donc ça fait suite à un article qui a été publié dans une revue qui s'appelle Cell. Et donc dans cet article, un groupe de chercheurs chinois avait fait des expérimentations sur des embryons humains en utilisant l'édition génomique. Et donc ça c'était, donc on est début, on est mars-avril 2015. Et donc tout de suite, pas seulement au niveau de la communauté scientifique, mais aussi au niveau grand public, il y a une grosse controverse, il y a un gros débat qui discute des enjeux éthiques, moraux, politiques de l'utilisation potentielle de l'édition génomique. Avec, vous voyez, des titres We can now engineer the human race, no hunger, no pollution, no disease, and the end of life as we know. Et donc des questions qui vont bien au-delà du côté technique, de la précision technique de l'édition génomique, mais qui posent des questions vraiment fondamentales sur l'humain. Donc, suite à l'article qui est publié dans la revue Cell, il y a tout de suite un appel à un moratoire qui est publié dans la revue Science. En fait, il y a plusieurs appels dans Science et dans Nature, où il y a des chercheurs scientifiques eux-mêmes qui disent il faut appuyer sur la touche pause et il faut organiser un débat international sur le sujet. Un peu ce qu'on a fait à Asilomar dans les années 70. Et il faudrait faire un débat, un colloque, un sommet international sur ces questions. Et un peu partout dans plein de pays, il y a eu des discussions entre scientifiques, dans des comités d'éthique, sur les conséquences de cette technologie et cet acte d'utiliser l'édition génomique sur des embryons humains. Et en France, par exemple, donc il y a le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, qui se saisit de la question. On demande aussi à l'OPEX, à l'Office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et techniques, de se pencher sur la question. Et donc, l'affaire éclate, on va dire, début 2015. Et donc, en fin 2015, les scientifiques organisent une conférence. Donc un sommet international sur l'édition génomique. Voilà une petite photo, donc c'est à Washington, une photo c'est à quoi ça ressemble. Et juste 2 mots sur cette conférence. Donc bien sûr,
on aura une conférence un peu de ce type ici. Il y a des orateurs qui vont présenter des résultats scientifiques, qui vont présenter des PowerPoint, il y aura des questions-réponses, mais ça va bien au-delà d'une conférence purement scientifique, parce que, pourquoi? Il y a beaucoup de médias aussi qui sont présents. Pourquoi? Parce que c'est très interdisciplinaire, donc il y aura des talks sur les volets scientifiques et techniques, il y a aussi des talks sur l'éthique, sur la philosophie, donc c'est très très interdisciplinaire, c'est aussi très international. Bon, certains continents sont beaucoup moins représentés que l'Europe et les États-Unis, pour aller vite. Et ce qui n'est pas coutume non plus, c'est qu'il y a un statement qui est fait à la fin. Donc, il y a le comité d'organisation scientifique de la conférence qui se réunit et qui fait une déclaration à la fin de la conférence, donc qui lit à voix haute cette déclaration. Vous pouvez la consulter en ligne. Et donc, qui différencie différents types de recherche sur l'édition génomique pour dire, au niveau fondamental, pour faire des recherches fondamentales sur l'édition génomique qui impliquent des embryons, il faut différencier donc différents types de cellules, donc somatiques, recherche clinique et cellules germinales. Donc, et donc ils disent, ils sont en faveur de la recherche fondamentale, ils sont en faveur de la recherche sur des cellules somatiques, mais sur des cellules héréditaires, là, ça se complique. Et là, en principe, on pourrait être d'accord, mais vous voyez, donc, tout un pavé pour dire, dans le jour, on considère que c'est irresponsable d'utiliser l'édition génomique sur des cellules germinales. Et il faudrait, si on arriverait à avoir, donc, vous voyez, au niveau clinique, ça devait être robuste, au niveau de la sécurité, de la safety, au niveau législatif, etc. Donc, pour l'instant, on n'en est pas encore là. On devrait y revenir de façon continuelle, mais pour l'instant, on n'est pas en mesure de donner le feu vert pour cette technique, ou l'utilisation de cette technique sur les cellules somatiques. Ça, c'est 2015. 2018, deuxième épisode encore plus discuté, qui fait encore plus controverse dans le domaine. Donc, l'annonce d'un scientifique, pas dans une revue académique, mais sur YouTube, qui annonce le fait qu'il a été impliqué dans une expérimentation où ils ont modifié le génome par CRISPR, et que 2 bébés donc, sont nés suite à cette expérimentation. Et donc là, on est juste avant le deuxième sommet international. Vous voyez la date. Donc la vidéo a été mise en ligne le 25 novembre 2018. He Jiankui, les scientifiques qui avaient fait cette expérimentation, étaient aussi invités à la conférence, mais en fait, c'est que les organisateurs ne savaient pas qu'il était en train de faire en secret, plus ou moins en secret. Il y avait des gens qui étaient en courant, mais c'était très, très, très peu de gens. Et donc, et là, disons, l'affaire explose. Il y a énormément de journalistes qui couvrent le sujet. J'ai fait aussi une analyse de la presse. On voit vraiment un pic médiatique autour de fin novembre, début décembre. Et donc, He Jiankui, il y avait même une discussion de désinviter He Jiankui à la conférence. Mais les scientifiques, ils ont dit, on va quand même discuter de ça. C'est ça la science. La science, c'est quand même de confronter des savoirs, des recherches, et de discuter de tout ça. Je vous ai mis cette photo. Elle montre quand même bien l'embarras du chercheur. Et je vous montre donc une partie de la déclaration finale qui, je ne vais pas vous lire en entier, mais juste en mettant l'accent sur un mot, irresponsable. Donc, on est quand même, c'est
un colloque international scientifique organisé entre autres par des prix Nobel. Donc il y a, pour aller vite, une sorte d'excommunication de He Jiankui pour dire c'est pas responsable, c'est pas légal, c'était pas transparent, c'est pas de la bonne science, pour aller vite. Donc il y a vraiment un démarquage entre la bonne science, c'est quelque chose qui passe par le peer review, qui est transparent, qui est robuste, qui est nécessaire, etc. Et ce qu'il avait fait, c'était vraiment de la mauvaise science ou rogue science, etc. Donc, vraiment un deuxième épisode donc, de ces discussions autour de l'édition génomique qui fait parler beaucoup. Il y a plein d'éditoriaux dans les revues, il y a plein d'articles de presse sur le sujet, mais pas que donc, au milieu académique, mais aussi donc, sur les réseaux sociaux, par exemple. Et donc, avec un collègue, on a vraiment analysé 3 sphères ou 3 lieux où cette controverse scientifique est discutée, débattue. Donc, j'ai regardé donc, toutes les vidéos. Malheureusement, je n'étais pas présent au sommet international, mais tout a été filmé. Donc, vous pouvez regarder les 30-40 heures de débat en ligne du premier, du deuxième et du troisième sommet international sur le sujet. Donc, j'ai analysé toutes les discussions. On a regardé aussi sur les réseaux sociaux, on n'a fait pas une analyse, mais on a regardé la littérature qui existe sur le sujet. Et finalement, on a aussi regardé la presse. Là, je vous montre juste ce qu'on a fait sur la presse. Donc, on a regardé les articles parus dans la presse nationale et régionale en France sur le sujet. Donc, on a récupéré 309 articles et on a fait ce qu'on appelle une étude lexicométrique, c'est-à-dire c'est à la fois quantitatif et qualitatif. Et pour vous expliquer un peu, c'est comme si on regarderait sur le Covid, mais de quoi les gens parlent quand ils parlent du Covid. Et là, sur l'exemple du Covid, on verrait vaccin, par exemple, gestes barrières et confinement. Ce sera ça les grands groupes de discussion. Et donc, une analyse lexicométrique, ça permet de regarder la distance entre mots et de comprendre quel type d'idées, quel type d'arguments sont les plus présentes dans un corpus donné. Et donc là, ce qu'on voit donc, en faisant cette analyse, donc il y a un corpus, disons une classe qui en bleu, c'est plutôt l'annonce qui a été faite sur YouTube de He Jiankui. Donc vous voyez son nom, He Jiankui, un chercheur chinois, a modifié les embryons. Il a annoncé ça en novembre. Il travaille à Shenzhen. C'est le père, on peut dire, de cette expérience. Loulou et Nana, c'est ça les deux noms qui ont été donnés. C'est des faux noms, mais c'est les noms qui ont été donnés par He Jiankui à ces bébés. Donc voilà, une première classe qui est plutôt l'annonce. Une deuxième classe en vert, vous voyez, c'est plutôt l'aspect technique, où on parle donc du fait que le père de Loulou et Nana avait le sida, et donc pour essayer d'éviter que le problème soit transmis, on va utiliser CRISPR-Cas9, on va faire en sorte que... Donc vous voyez aussi Emmanuel Charpentier qui a eu le prix Nobel pour ses travaux sur CRISPR-Cas9 en 2020. Donc voilà, une deuxième classe plutôt sur l'aspect technique, et une troisième classe qui m'intéresse le plus ici dans cette communication, c'est, on va dire, le volet éthique et politique. Et donc, vous voyez des mots comme éthique, France, société, droit. Donc, tout ça pour dire qu'on va se poser dans les articles de presse aussi la question de est-ce que c'est légal ou pas, est-ce que c'est responsable ou pas, qu'est-ce qu'il faut prendre comme mesure, comment réguler, comment gouverner cette technique à la fois au niveau national, mais aussi au niveau international. Donc voilà, les aspects, on va dire, sociaux, moraux, légaux autour de cette question.
Je passe à quelque chose plus proche donc d'AgroParisTech, donc le monde de l'agriculture. Et donc ça, c'est un deuxième lieu où la question de l'édition génomique est débattue. Et là, disons, la controverse, les débats émergent en 2018 suite à la Confédération paysanne qui se pose la question et qui milite en fait contre le fait que les organismes, les plantes modifiées par édition génomique soient considérées comme des plantes, on va dire, naturelles pour aller vite. Et donc ils disent le discours ou leur façon de parler de NGT ou de plantes transformées par édition génomique, c'est de parler de OGM cachés. Et donc, suite à cette saisie de la Confédération paysanne, donc la Cour de justice de l'Union européenne va dire en 2018 que en fait les organismes qu'on va modifier avec l'édition génomique sont considérés comme des OGM. Et ça va être vraiment le cœur de la controverse qui est encore très, très actuelle de nos jours, 7 ans après. La question, est-ce qu'il faut considérer les plantes modifiées par édition génomique comme des OGM ou pas? Donc ça bouge beaucoup là, récemment, les dernières années, mais disons la question n'est pas encore résolue tout à fait. Je vous montre un rapport qui s'est déjà penché sur la question, on va dire, plus éthique, philosophique autour de l'édition génomique. Et donc, vous pouvez le regarder en ligne. Ce que je trouve intéressant dans ce rapport éthique sur la question, donc c'est à la fois l'INRA, le CIRAT et l'IFREMER, donc avant que l'INRA soit l'INRAE, donc ces 3 institutions qui sont penchées sur la question. Et ce que je trouve intéressant, important, c'est qu'ils ont vraiment élargi la focale, parce que très souvent dans les débats autour de l'édition génomique, on va se poser la question de la précision, de la technicité. Et dans ce rapport, ils disent, si on peut résumer la conclusion en une phrase, c'est qu'il faut élargir le débat pour prendre en compte aussi les facteurs socio-économiques. Donc là, vous voyez, il y a en tout 10 recommandations qui sont faites par le rapport pour dire la question de l'édition génomique dans l'agriculture ne se résume pas à une question technique, mais aussi à une question de système. Donc, quelle forme d'agriculture est-ce qu'on veut? Deuxième recommandation, justement, il faut aussi penser en même temps, quand on pense à l'édition génomique, mais aussi à des techniques alternatives. Pondérer les possibilités et les limites. Définir les priorités de recherche en fonction des problèmes. Une co-construction de la recherche. Faire de la recherche interdisciplinaire, maintenir, la recommandation 7, maintenir une activité de recherche qui soit publique et qui vise le bien commun, parce que vous vous en doutez, il y a beaucoup de questions aussi autour des brevets de la propriété intellectuelle, et donc comment on fait en sorte que ça reste dans le domaine public. Les questions de réglementaires, la question des risques. Et aussi, voilà, le risque, c'est pas seulement un risque technique, mais aussi un risque pour l'humain, un risque sociétal, voire un risque économique. Et finalement, vraiment expliciter, creuser la question de la compatibilité ou non entre l'injonction d'être précis, compétitif, productif, et de l'autre côté, quand même, beaucoup de l'accent qui est mis de nos jours sur l'agroécologie. Où voilà, j'ai vu les affiches sur les semaines ici de l'agriculture paysanne, et donc sur les collectifs comme l'Atelier Paysan ou les Low-Tech, ou justement, donc il y a beaucoup de discussions avec la Confédération paysanne, l'Atelier Paysan, les réseaux semences paysannes sur laquelle forme d'agriculture on devrait avoir. Voilà, donc tout ça pour dire que la question est une question qui touche à plein de domaines différents.
Et pour finir, j'ai parlé de 19 minutes, un rapport qui vient de sortir il y a un an. Et donc c'est un rapport auquel j'ai aussi participé. Ça a été écrit par un groupe de travail qui était composé d'une quinzaine de chercheurs. Donc il y avait des biologistes, mais il y avait aussi les sciences sociales comme la sociologie, l'économie. Et donc le rapport, il est sorti il y a un an. Et je vais juste vous faire part de 3 surprises en ce qui me concerne. Je crois que mes collègues auront peut-être eu d'autres surprises. Mais ce que j'ai appris en discutant avec les collègues chercheurs, avec les biologistes, par exemple, une discussion qu'on a sur l'édition génomique, c'est qu'on parle beaucoup d'effets off-target. Donc avec CRISPR-Cas9, on arrive à enlever, à couper de façon très très précise au nucléotide près l'ADN. Mais les collègues m'ont dit, en fait, il y a aussi des effets on-target que parfois, même si on sait où va couper CRISPR-Cas9, parfois, ça peut avoir des effets à ce niveau-là. Deuxième surprise, la connaissance du consommateur. Avant d'être dans cette expertise, je me disais, c'est très bizarre et c'est pas très productif de se poser la question du consommateur parce qu'il n'y a pas encore des produits sur le marché, à part peut-être une tomate au Japon. Et donc, quand nous, on regardait la littérature, il y avait très très peu d'exemples sur des effets, sur des produits sur le marché qui avaient été produits grâce à l'édition génomique. Donc, ça ne fait pas de sens de se poser la question du consommateur. Mais quand même, il y a eu plein d'enquêtes qui ont essayé de savoir qu'est-ce qu'un consommateur hypothétique dirait sur des plantes qui ont été modifiées par l'édition génomique. Et donc, on voyait que, grosso modo, les consommateurs sont relativement critiques, mais ils sont moins critiques par rapport aux plantes OGM traditionnelles. Mais ils restent critiques et aussi la connaissance du consommateur, je veux dire par là, ce que nous, on comprend, on pourrait comprendre d'un consommateur qui reste donc hypothétique. Mais de l'autre côté, le consommateur, il a aussi des connaissances qui peuvent aller au-delà, ou une sensibilité qui va au-delà du côté technique. Et si on pose au consommateur des questions sur le choix par rapport à l'alimentation, le choix OGM ou pas OGM, ce n'est pas seulement une question technique, c'est aussi une question beaucoup plus systémique. Je ne vais pas dire que tous les consommateurs vont faire un choix comme ça, mais les gens, quand ils achètent un truc sans huile de palme ou avec l'huile de palme ou avec ou sans OGM, ils vont aussi, pour certains d'entre eux, ils vont aussi faire ce choix par rapport à une vision du monde, par rapport à une vision d'un système d'agriculture avec ou sans pesticides, par exemple. Donc ça va au-delà de la qualité intrinsèque d'un produit qu'on achète dans le supermarché, mais aussi c'est un choix beaucoup plus systémique. Et dernière surprise, la position des États-Unis. Et ça m'a beaucoup aussi embêté parce que moi-même dans les articles, avant d'être dans cette expertise, je disais souvent, voilà, en Europe, on parle beaucoup de principes de précaution, on est relativement critique, surtout en France, pas dans tous les pays, mais en France et en Allemagne, en Angleterre par exemple, il y a aussi beaucoup de critiques, beaucoup de débats, alors qu'aux États-Unis, voilà, c'est dérégulé et voilà, c'est très très net. Aux États-Unis, on est très technophile, on va dire, la question ne se pose pas. Mais j'ai lu pas mal d'articles et j'ai été surpris par le fait que si on fait des enquêtes aux États-Unis et on demande à des chercheurs, on demande à des gens qui sont dans l'administration, qui travaillent dans les ministères, on voit que pas tout le monde est aussi pro-OGM ou pro-édition génomique qu'on pourrait le penser de l'extérieur. Bien sûr, voilà, les pourcentages, en France, on aura, je sais pas, 60-70% qui seront assez contre, mais aux États-Unis, ça peut être l'ordre aussi de 30-40% des gens qui sont quand même assez critiques et qui disent on devrait mieux réguler, on devrait labelliser par exemple les produits. Donc c'est d'autant plus surprenant que la critique provient aussi à la fois des scientifiques et des décideurs.
Et donc, je vous laisse avec la conclusion du rapport qui dit, grosso modo, voilà, c'est pas seulement un choix scientifique, mais c'est aussi un choix de société, de réfléchir au NGT. Et donc, voilà, je ne peux pas m'empêcher c'est mon dernier slide, de remettre Brave New World de Huxley. Et je trouve, voilà, le livre, il est très, très présent. On voit même, quand on a regardé la presse, on voyait 3-4 références. Frankenstein, Brave New World, un peu aussi le film Gattaca, qui est très intéressant, ou Jurassic Park. Mais voilà, c'est une référence qui est encore très ancrée, très visible. Et je trouve aussi qu'il met vraiment le doigt sur l'interaction entre science et politique. Donc voilà, Brave New World, c'est pas un livre, on va dire, positif, mais plutôt dystopique sur les effets, les implications possibles des technologies. Et donc c'est vraiment un livre qui je trouve qui est très intéressant, justement pour vraiment creuser cette question de la responsabilité et d'avoir un engagement beaucoup plus critique par rapport aux choix scientifiques et technologiques. Merci. Merci beaucoup pour ce petit apostrophe au titre du colloque en plus. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci beaucoup, c'était hyper intéressant sur l'historique. Il y a une notion par contre que vous n'avez pas abordée et moi qui me pose problème en tant que consommatrice et en tant que chercheur, c'est la traçabilité. C'est-à-dire qu'à un moment, potentiellement, on pourrait avoir des plantes. Alors après, on décide un choix personnel, mais on ne saurait pas qu'elles sont modifiées par CRISPR, puisque ça peut être complètement invisible. C'est dans le rapport, on en parle beaucoup justement de la traçabilité. C'est disons, une controverse, c'est jamais une controverse, mais c'est souvent des sous-controverses. Et donc, comment tracer et aussi est-ce que c'est traçable? Parce que voilà, avec les EGM, c'est plus facile parce qu'il y a une séquence qu'on peut retrouver après dans l'organisme modifié. Mais si on coupe au nucléotide près ou on le modifie, etc., c'est plus traçable. Donc voilà, comment on fait pour... Ça, c'est une question. Et après, ça rajoute à cette question la question aussi de l'étiquetage. Même en sachant que c'est peut-être pas traçable, est-ce qu'on va quand même étiqueter? Et pour qui? Juste, on va dire, pour les semenciers peut-être, ou aussi jusqu'au produit final. Et là, au niveau de l'Union européenne, c'est ça vraiment les gros débats sur est-ce qu'il faut étiqueter. Et bien sûr, disons, pour aller vite, le lobby industriel va aller plutôt dans le non, on ne veut pas, on ne peut pas, ça ne fait pas de sens d'étiqueter. Et une autre frange des acteurs dit bah non, justement, il faut quand même donner le choix au moins aux consommateurs de pouvoir dire oui ou non à certains procédés techniques. Oui, parce que vous parlez d'effet off-target, on en a beaucoup entendu parler, mais d'un point de vue technique, c'était vraiment surtout au départ où finalement on n'avait pas vraiment... maintenant, il est beaucoup moindre, c'est qu'au départ, la technique, elle était quand même pas... mais maintenant, il y a plein de choses qui permettent d'éviter cet effet-là. Alors que la traçabilité, à mon sens, c'est un vrai souci. Oui. Traçabilité, brevet, voilà, c'est des gros sujets très chauds. D'autres questions? Déjà, merci pour cette super présentation. Et j'aurais bien aimé revenir un tout petit peu sur l'histoire de Lulu et Nana. Donc, si j'ai bien compris, c'est un chercheur qui a modifié dans son coin des cellules germinales avec un père atteint du sida pour avoir des enfants protégés contre ce virus. Et donc, il a quand même été invité, ils ont quand même discuté avec lui au sommet. Mais vous avez simplement parlé de la conclusion en disant que c'était irresponsable. Et j'aurais bien aimé savoir c'était quoi les arguments du chercheur pour justifier sa pratique et les arguments contre ce chercheur qui l'ont qualifié d'irresponsable. Disons, dans la vidéo, c'est très intéressant. Lui, il dit c'est à la fois une avancée scientifique, mais aussi il y a un enjeu moral. Scientifique parce que voilà, ça permet de trouver des solutions contre des remèdes contre le sida, mais aussi éthique dans le sens que il dit que voilà, si vous êtes atteint du sida,
on vous vire en Chine, c'est aussi facile que ça, vous êtes stigmatisé, etc. Donc moi, je mets la famille au devant, donc c'est une éthique qui est formulée, qui est pensée autour de la famille. Il disait même dans la vidéo, je sais que ce que j'ai fait, ça va être controversé, et donc il avait tout à fait raison. Et après aussi, il fait un rappel historique sur la fertilisation in vitro qui est très très intéressant, qui disait, à l'époque, on a discuté beaucoup, c'était aussi grosse controverse, et maintenant c'est quelque chose de plus ou moins normal. Et donc il faisait ce comparatif à la fois historique, et voilà. Et donc sinon... donc lui, il disait un mot qui est revenu sans cesse dans la presse, c'est qu'il était fier. Il a dit ouvertement quand il a parlé, I feel proud. Il révélait l'existence d'un troisième bébé qui a été aussi modifié à l'état d'embryon. Et donc ils ont dû, c'était vraiment intéressant, ils ont dû vraiment revoir toute l'organisation de la conférence. Déjà, ils n'ont pas dit aux autres où il était localisé parce qu'ils avaient pensé que les autorités chinoises pouvaient à tout moment une sorte de kidnapper. Ils ont réorganisé tout le programme pour avoir une session que sur lui, alors qu'avant, il était dans une autre session. Le Q&A, les questions-réponses, c'était genre une quarantaine de minutes où il était vraiment sur le grill. Et après, il a été en prison. Il était vraiment en prison pendant quelques années. Et il y a eu des rapports aussi dans plein de pays, y compris la France. Il y a eu des positionnements, des dire, voilà, il y a une ligne qu'il a franchie, qu'il ne faut pas franchir, etc. Disons, la levée des boucliers était immédiate. Et il y avait aussi une peur, on va dire, plus symbolique de la part des chercheurs. Ça fait vraiment le chercheur solitaire, le rogue scientist, qui peut discréditer tout un champ de recherche. Donc pour les chercheurs, il y avait aussi un capital symbolique à défendre. Donc, mais voilà, les conséquences scientifiques étaient immédiates. Il a été, on va dire, excommunié. Ils avaient décidé de le garder dans le programme pour quand même confronter, discuter. Il y avait plein de gens aussi dans le comité scientifique qui disaient il faut plus qu'il parle. Mais il disait non, on est quand même, on est dans la discussion, c'est ça la science. Et donc voilà, des conséquences par rapport à la presse, des rapports, une enquête qui a été faite, l'emprisonnement. Voilà. Après, on n'a pas. J'aurais aimé lui poser des questions aussi pour mes enquêtes, mais voilà, c'était. Donc, juste très vite, d'après vous, cette limite, elle se situe au niveau des cellules germinales. Parce que les cellules somatiques, il y a de la modification aujourd'hui pour différentes maladies. Oui. Et pour vous, cette limite, c'est... Je crois que la limite a beaucoup bougé. Et donc, disons, la limite, les chercheurs disent souvent, c'est si c'est du enhancement, si on va faire du transhumanisme, là, c'est non. Mais si c'est pour guérir certaines maladies, là, on peut l'accepter. Donc, c'est la frontière est un peu... elle bouge quand même... et surtout les dernières années, quand même, il y a une forte mobilisation pour accepter dans certains contextes. Ouais. C'est bon. Donc, je ne suis pas sûr que toi, Morgane, tu pourras répondre, mais je sais que dans la salle, beaucoup de gens pourront répondre. Est-ce que c'est difficile ce qu'il a fait? Est-ce que c'est coûteux? Oui, évidemment, oui, je peux pas beaucoup. C'est difficile, donc il y a quand même il y avait un contexte, donc il avait fait ça dans un hôpital. Il avait des fiches, des consent forms, etc. Où les gens, il les informait quand même de ce qu'il allait se faire, car à chaque moment, il pouvait aussi dire, bah non, en fait, on change d'opinion. Et donc c'était après c'était aussi difficile, j'imagine, pour le faire vraiment en secret. Apparemment, il y avait des chercheurs aussi aux États-Unis, à Boston, qui étaient au courant, qui étaient en train de le faire. Donc c'était la première version, il avait fait ça tout seul dans son coin, quasiment personne ne le savait. Et après, il y a eu des articles dans MIT Review, par exemple, qui disaient non, il y avait quand même une demi-douzaine, une dizaine de chercheurs qui étaient au courant. Mais voilà, au niveau du prix exact, la difficulté, etc., je n'ai pas d'éléments. Bonjour.
C'est pas une opinion personnelle, c'est juste pour ouvrir le débat. Je me pose sincèrement la question. Alors, on peut voir ça à tous les points de vue, au niveau éthique, au niveau évolutif. Est-ce qu'il vaut mieux guérir un embryon d'une maladie, ou bien est-ce qu'il vaut mieux permettre de vivre un embryon qui n'est pas viable et qui garde la maladie et qui perpétue la maladie dans l'espèce humaine? Ça pose énormément de questions. Oui, oui, ça pose. Et donc, oui, j'ai un. Pardon, alors que ouais. ça, c'est très Ouais, ouais. accepté. Oui, Et oui, là, c'est oui. pas Oui. du tout. Oui, oui, c'est ouais. Et une des questions aussi au niveau du procédé, par exemple, il y avait deux questions. Donc, il était sur le grill He Jiankui. Il y avait deux questions auxquelles il n'a pas su répondre. Mais pourquoi il n'a pas utilisé le sperm washing, donc le lavage des spermatozoïdes, qui est une technique apparemment beaucoup plus facile, beaucoup plus acceptable, on va dire, que l'édition génomique, pour avoir plus ou moins les mêmes résultats. Pourquoi il n'a pas utilisé cette technique qui existe déjà, qui a été éprouvée. Et deuxièmement, donc il a fait la mutation sur un gène, je crois CCR5, un truc comme ça, je ne sais plus exact, c'est ça. Et donc Robin Newell Badge, qui était le modérateur, lui pose la question. On sait que ce gène est aussi co-responsable, pour aller vite, de l'intelligence, et qu'en faisant sa manip, il peut aussi rendre peut-être les bébés plus intelligents. Et est-ce qu'il a du recul? Est-ce qu'on peut donc là aussi, il n'avait pas de réponse sur ça. Mais après aussi, oui, sur la question éthique, c'est une question monstre, on va dire. Ouais. Merci beaucoup.